Bienvenue dans cette troisième saison du PEX Podcast, le partage d'expériences en prévention des risques. Je suis Alexandre Zèbre, créateur du site safetyvigilante.com. Cette saison est un peu spéciale car cette année, je m'associe à Preventica pour vous proposer des épisodes avec des experts du domaine de la santé et de la sécurité au travail. Je remercie Preventica qui me fait confiance et qui a compris ma démarche, mais surtout, je suis heureux de pouvoir travailler avec une entreprise qui a construit un réel et grand réseau de préventeurs. J'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Carpentier, qui est notamment docteur en management des ressources humaines et de la santé au travail, ainsi qu'enseignante et présidente et fondatrice de DRH Eco. Elle a été reconnue pour la deuxième fois comme LinkedIn Top Voices en janvier 2022. Nous abordons aujourd'hui les thèmes du management, son domaine d'expertise et son articulation avec la prévention des risques. Bon épisode! Est-ce que vous pouvez tout simplement commencer par vous présenter, Stéphanie Carpentier? Alors, comment je me présente? Je suis docteur en sciences de gestion, mot officiel pour dire management, qui est spécialisée sur les questions de management des ressources humaines et de prévention de la santé au travail depuis 2003, donc bien avant que ça soit à la mode. On peut me connaître peut-être par le fait que je suis LinkedIn Top Voices 2022 et 2018. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est la communauté qui fait le buzz autour de ce que je partage et qui m'a permis d'être reconnue à ce niveau-là. À côté de ça, j'ai différentes casquettes. Je suis entrepreneur, je suis la créatrice de la société de conseil DRH et Co. DR pour docteur, RH pour ressources humaines et CO pour toutes les disciplines auxquelles je suis obligée de faire appel pour répondre aux besoins de mes clients. Je suis consultante, je suis conférencière, enseignante dans le supérieur, chercheur, auteur. Bref, si on veut en savoir un peu plus me concernant, autant aller voir mon profil sur LinkedIn. Cherchez simplement Stéphanie Carpentier, docteur, parce que nous sommes quelques homonymes et donc vous tomberez sur moi sans problème. Et alors justement, cette question était à dessein. Vous avez beaucoup d'activités comme vous avez pu les lister à l'instant. Déjà, une question pratique, on va dire, comment vous arrivez à tout concilier et comment vous faites en sorte que tout se nourrisse et ne se parasite pas? Alors, comment on fait pour tout concilier? Des fois, c'est vrai que c'est un peu chaud côté agenda. Mais pour être réaliste, c'est le terrain qui m'a incité à faire ça. En fait, ça fait plus de 20 ans que j'ai trois grandes activités professionnelles qui sont le côté opérationnel, soit le conseil, une chaire de recherche ou selon les différents moments de ma vie, j'ai pu l'exercer de différentes manières, mais il y a le côté opérationnel toujours qui est là. À côté de ça, il y a le côté recherche et il y a le côté la recherche, donc participer à des études de recherche, à des enquêtes d'organismes ou faire des publications. Et puis, il y a le côté enseignant, enseignant dans formation initiale, enseignant formation continue dans le supérieur, séminaires, conférences, etc. Ces trois activités, en fait, sont complémentaires et pour moi, sont nécessaires. Si on veut trouver des solutions aux problèmes concrets du terrain, il n'y a pas 36 choix. Soit on fait comme les autres font, ou on fait des benchmarks, ok, mais là, on est vite pris de court. Et puis surtout, si les autres entreprises font quelque chose et que ce quelque chose n'est pas ce qui vous convient, au lieu d'améliorer votre situation, ça l'empire. D'où la nécessité de savoir chercher des solutions ailleurs. Et là, moi, je trouve que la recherche a cet avantage, c'est que par définition, la recherche prend du recul et de la hauteur sur un certain nombre de choses. Simplement, l'activité de conseil et l'activité de recherche sont généralement dans deux mondes séparés qui ne se parlent pas trop et qui sont fermés les uns pour les autres. Ne serait-ce que parce que, par exemple, les articles de recherche, la plupart sont accessibles uniquement par des bases de données universitaires auxquelles seuls les universitaires ont accès parce que ça coûte très, très cher. Et donc, ce qui fait le lien entre les deux, c'est l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est en fait quoi enseigner? Enseigner, c'est transmettre et c'est surtout comprendre l'autre pour l'amener sur quelque chose d'autre. En fait, c'est décrypter
lui décrypter quelque chose, pour l'amener à comprendre ce que vous lui avez décrypté. Et ces deux mondes, l'enseignement et le conseil, ont besoin de cette passerelle qui est l'enseignement pour pouvoir mieux se répondre. Alors, concrètement… Excusez-moi, juste sur la partie de recherche qui nourrit le consulting, et après je passerai à la partie, le conseil, pardon, et après je partirai sur la partie enseignement. Est-ce que ça veut dire un peu, je me fais un peu l'avocat du diable une fois de plus, mais est-ce que ça veut dire qu'un consultant qui ne fait pas de recherche, ou en tout cas ne consulte pas d'ouvrage de recherche, est forcément un mauvais consultant? Je ne sais pas s'il est bon ou s'il est mauvais, ce n'est pas moi de le dire, c'est au client. Par contre, ce que je vois, moi, c'est que dans le monde du conseil, on est souvent soumis à des modes managériales. Comme il y a des modes dans les vêtements, il y a des modes dans le management. Et la question que les entreprises se posent, c'est quand elles ont un problème, c'est de se dire qu'est-ce que je fais? Et souvent, elles vont regarder ce que font les autres, ce qui est tendance dans tel ou tel univers, que ce soit les associations nationales de professionnels, etc. Et on va leur dire, il faut faire ça. Et c'est ça qui est dans lequel toutes les entreprises vont foncer. Mais ce sont des modes. Et donc, est-ce que c'est, si je fais l'analogie avec les modes vestimentaires, est-ce que, parce que demain, on va vous dire qu'il faut mettre tel ou tel type de pantalon, est-ce que ça va vous aller? Ce n'est pas sûr. Et pour certaines personnes, ça va même les mettre, non pas en valeur, mais les mettre dans une position difficile de porter tel ou tel vêtement. Ce qui est vrai au niveau, ce que je dis, c'est du bon sens, ce qui est vrai au niveau de la mode vestimentaire est vrai aussi au niveau managérial. C'est-à-dire que si vous avez un problème et que vous allez voir les gens en leur disant « j'ai ce problème-là, je ne sais pas quoi faire », parce que par définition, le management, c'est super complexe. C'est à la fois des pratiques de management, ce sont des personnes à des responsabilités plus ou moins différentes, plus ou moins compétents. Donc, en clair, il y a plein de difficultés qui font qu'on a toujours des difficultés à surmonter en management. Et donc, si on vous dit, voilà, votre problème, c'est telle ou telle chose, et que parce que c'est la tendance actuelle, rien ne vous dit que c'est réellement ce qu'il vous faut à votre entreprise, à votre cas particulier. D'où la nécessité pour moi d'avoir toujours un regard critique sur les tendances managériales. Je ne dis pas que tout est mauvais ou tout est bon, je dis juste, ne soyons pas naïfs à croire que la dernière mode va vraiment être ce qu'il va vous falloir pour votre entreprise, pour comprendre ce qui se passe, pour régler les problèmes et pour faire monter les gens en compétences. Et donc là, à mon sens, un consultant qui ne se remet jamais en question et qui ne monte jamais dans ses compétences, à mon sens, à un moment donné, il ne sera pas en adéquation avec les besoins de son entreprise. Alors, est-ce que pour autant, il faut être chercheur? Je ne sais pas s'il faut avoir le doctorat, mais en tout cas, pour moi, être consultant ne peut pas se concevoir sans le pied dans la recherche. D'accord. Parce que j'ai besoin de prendre du recul et je ne vais pas être désagréable avec des consultants qui ont vendu telle ou telle chose. Tant mieux, ils font leur business, tant mieux pour eux. Mais on s'est toujours rendu compte, au bout de 5 ans, qu'un truc qui était super à la mode, finalement, beaucoup d'entreprises l'ont mis en œuvre. Ça ne leur correspondait pas. Et au lieu d'améliorer les choses, ça a empiré les choses. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait appel à moi après. Parce que c'est bon, OK, on avait un problème. Au lieu de l'améliorer, ça s'est empiré. Eh on fait quoi maintenant? C'est comme le médecin. Vous savez, quand vous faites de l'automédication, quand vous êtes malade, que vous pensez que vous allez prendre tel ou tel médicament chez le pharmacien, que vous avez acheté en libre-service et que comme ça, votre rhume va passer, il y a des fois où ça a empiré les choses. Avec la Covid, par exemple, on s'est bien rendu compte qu'un symptôme de rhume pouvait être autre chose qu'un simple rhume. Je dis des choses qui sont du bon sens, hein, mais il y a des fois où il faut mieux ne pas faire l'automédication ou ne pas suivre les recommandations de ses collègues qui ont dit tu sais, moi j'ai eu tel problème, tu vas faire ça et ça sera réglé. Il faut peut-être mieux aller voir un spécialiste. D'où mon entreprise s'appelle DRRH Eco pour ça.
parce que je veux que ma boîte soit le généraliste en management qu'on peut aller voir, comme on va voir son généraliste en médecine quand on a un problème. Et quitte à l'orienter après vers un spécialiste alors, si c'est cette logique de médecin? Bien sûr. D'accord. Bien sûr. Alors, c'est d'ailleurs ma façon de travailler. Moi, je travaille avec beaucoup de partenaires, que ce soit des spécialistes avec qui j'ai un niveau suffisant qui me permet de savoir quel est le besoin de spécialité qu'ils ont. Et ces spécialistes sont à la fois des coachs, des psys, mais ça peut être aussi des avocats. Et je travaille aussi avec des anciens chercheurs qui sont, et par définition, tous ces gens-là, si je devais les employer, les avoir salariés dans ma structure, par définition, ça ne me permettrait plus de livrer sur mesure. Parce que quelqu'un que vous avez à temps plein comme salarié, il faut rentabiliser. Et donc, à ces cas-là, vous faites rentrer, si vous avez une spécialité, des compétences très particulières à rentabiliser, vous allez de plus en plus faire de missions qui permettront de rentabiliser son salaire. Enfin, c'est aussi bête que ça. D'accord. Et à ce moment-là, on ne fait plus du vrai sur mesure, on fait du prêt-à-porter. D'accord, je vois l'idée derrière ça. Et du coup, je vais revenir sur la partie enseignement. Ce qu'on dit sur la connaissance, c'est qu'il y a une première étape où on apprend quelque chose, une autre étape où on met en pratique, et quand on maîtrise vraiment quelque chose, c'est qu'on est en capacité de l'enseigner. Est-ce que c'est quelque chose que justement vous suivez, enfin c'est cette logique que vous suivez pour toujours rester en totale maîtrise et en expertise de vos sujets, ou peut-être que c'est pas ce qui anime cette volonté-là? Alors, pour moi, c'est clair que quand vous êtes sur le terrain, vous avez besoin de prendre du recul. Moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Toute ma famille était entrepreneur. Donc, du coup, cette logique, c'est toujours de se dire, OK, ce que je vois sur le terrain, comment je trouve une solution à ce problème-là? Après, c'est, à côté de ça, aller voir dans les bouquins, les articles de recherche en se disant, mais ce qu'ils disent, c'est super sympa, c'est super sexy, mais en quoi ça répond à mon problème? Est-ce que c'est déconnecté? Est-ce que ça n'est pas? Et en quoi les deux univers du conseil et de la recherche peuvent se répondre? Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'en ce qui me concerne, en tout cas, alors c'est ce que vous dites, c'est vrai, et les études le prouvent, mais en ce qui me concerne, c'est vraiment sûr, c'est quand je repasse sur le monde de l'enseignement, c'est là où je suis capable de le dire dans tous les sens. C'est là où je me suis tellement approprié la connaissance que du coup, je n'ai plus de problème pour pouvoir l'aborder d'une façon ou d'une autre. Par contre, si je peux me permettre, si on prend la courbe d'apprentissage, vous savez, c'est le premier niveau, c'est je ne sais pas que je ne sais pas. Après, quand on commence à monter dans ses compétences, c'est je sais que je ne sais pas. Après, c'est je sais que je sais. Et quand vous faites l'enseignement, vous savez, vous savez. Mais le stade ultime de l'expertise, c'est quand vous en êtes arrivé au fait que vous ne savez pas que vous savez. C'est tellement évident pour vous, vous l'avez tellement fait vôtre, que du coup, vous n'êtes plus en train de réfléchir avec les mots des autres, vous réfléchissez avec vos mots à vous, et en fait, vous êtes vraiment expert quand vous ne vous posez plus la question si vous savez ou pas, parce que c'est évident. Et donc, en ce sens-là, l'enseignement, le conseil et la recherche, pour moi, me permettent d'avoir cette synergie et j'espère d'être à ce niveau maximum de l'expertise. D'accord, très bien. Vous avez, justement, dans votre présentation, vous avez parlé du fait que vous étiez pour une deuxième fois à LinkedIn Top Voices. Déjà, comment on devient LinkedIn Top Voices? Et surtout, est-ce que vous savez ce que ça vous rapporte, entre guillemets, en termes de popularité, mais surtout de visibilité? Ou est-ce qu'au contraire, vous continuez à travailler de la même manière et finalement, ça ne change pas grand-chose? Déjà, on ne choisit pas ce que je vous disais tout à l'heure, on ne choisit pas d'être Top Voices. C'est la communauté LinkedIn qui choisit pour vous. Après, c'est les algorithmes qui le mettent en évidence et c'est l'entreprise LinkedIn qui dit vous êtes Top Voices ou pas. Donc, en clair, vous n'avez rien à y faire. D'accord. C'est la communauté et l'entreprise LinkedIn. Concrètement, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre responsabilité dedans parce qu'en fait, qu'est-ce qui fait que les algorithmes vous mettent en évidence? C'est le fait que vous faites le buzz sur votre
sur votre nom. En fait, ça change quelque chose, que ce soit de votre nom ou que ce soit de quelque chose que vous avez lu dans tel ou tel journal et que vous partagez, ça fait réagir la communauté. Qui est sur la communauté LinkedIn, c'est que c'est une communauté professionnelle. Donc, on n'est pas là pour faire du buzz. On est là parce qu'on échange sur ses compétences professionnelles. Donc, comment on fait pour devenir Top Voices? Moi, ce n'était pas un but en soi. J'ai été 2 fois, j'ai eu la surprise 2. Concrètement, moi, ça ne me change rien dans le sens où j'avais choisi, je pars du principe que dans le monde du conseil, on n'est pas sûr d'avoir des gens qui sont compétents. Donc, je pars du principe qu'il faut montrer ses compétences. Pas toutes ses compétences, mais donner un aperçu de ses compétences. Donc, à partir de là, moi, ça n'a rien changé dans ma façon de communiquer sur LinkedIn. Concrètement, ça ne change rien. Par contre, en quoi cette popularité change dans ma façon de travailler, ça ne change pas ma façon de travailler, mais par contre, je dois reconnaître que on a plus de réactions de personnes qui viennent à votre expertise parce qu'il y a une plus grande visibilité. Mmh. Concrètement, moi, je travaille beaucoup je travaille dans le monde du B2B, je suis dans cette logique-là. Donc, travailler avec des opérationnels en responsabilité managériale, que ce soit des dirigeants, des managers, c'est mon quotidien. Par contre, c'est vrai que le fait que je communique sur LinkedIn des choses que j'ai pu lire ou que j'ai pu écrire me permet à des personnes, des individus, pas forcément en responsabilité managériale, de venir à moi en me disant j'ai lu telle ou telle chose et j'aimerais que vous m'expliquiez telle ou telle chose. Concrètement, ça, c'est peut-être ma petite goutte d'eau apportée dans l'océan c'est la logique du colibri, hein, c'est peut-être pas grand-chose, mais par contre, c'est comme ça que je peux aider des gens. D'accord. Aider des gens, parce que quand on est concerné par les questions de santé et sécurité au travail, sécurité, c'est une chose, mais la santé, on voit bien qu'on est dans un océan de souffrance, parfois, où les gens sont submergés, ne savent plus à qui s'adresser et du coup, ne savent plus comment s'en sortir. Alors, je ne peux pas aider tout le monde, ça c'est clair. Par contre, ça ne veut pas dire que je ne peux pas aider certaines personnes à prendre du recul sur ce qu'ils vivent. Quitte après à ce que ça les ouvre à aller voir tel ou tel expert, parce que je ne suis pas le psy pour tout le monde, etc. Hein, mais je pense que quand on est confronté à la souffrance au travail, en tout cas celle-ci, on ne peut pas simplement dire écoutez, ça ne me concerne pas, merci, au revoir et aller ailleurs. Moi, je suis persuadée qu'on ne peut pas être insensible à la souffrance des gens. Et moi, mon expertise, en fait, c'est de décrypter, c'est de permettre aux gens de comprendre ce qui se passe. Donc, mon travail au quotidien, c'est d'aider les dirigeants, les managers à décrypter un certain nombre de choses. Mais si ça peut aider des individus à comprendre ce qu'il en est et à trouver les portes de sortie pour avancer, tant mieux. J'ai moi-même été dans des situations où j'avais besoin qu'on m'aide et il n'y avait pas grand monde. Donc, j'essaye de garder cette logique de si je peux tendre la main, tant mieux. Et vous l'avez abordé du coup un peu sur le fait d'avoir des lecteurs qui ne sont pas forcément dans les responsabilités que vous conseillez en temps normal. Mais pour autant, est-ce que déjà c'est toujours d'un niveau qui reste intéressant? Ce que je veux dire par là, c'est que ça reste un réseau social, même s'il est professionnel, je trouve que quand même il évolue de plus en plus vers des débats qui sont pas forcément liés à vraiment aux thématiques professionnelles. Et donc, du coup, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des débats qui vont être d'un niveau peut-être plus faible. Donc, est-ce que vous êtes touché par ça? Et ensuite, est-ce que le fait de toucher d'autres sphères et le fait d'être populaire sur LinkedIn, ça vous aide à développer votre activité? Est-ce que vous en servez comme un levier ou est-ce que ça vient tout à fait naturellement? Alors, sur LinkedIn, effectivement, on n'a pas toujours des gens qui se comportent de façon à montrer leurs compétences professionnelles.
Ça, c'est clair. C'est vrai que par moment, on se rend compte que certaines personnes oublient que c'est un réseau professionnel et donc se comportent sur LinkedIn comme ils feraient sur Facebook, sur Twitter ou ailleurs. Du coup, il y a un certain laisser-aller, on va dire ça comme ça. Par contre, moi, j'ai vu à plusieurs reprises le fait que la communauté réagissait très mal à ces laisser-aller. Exemple très concret, quand vous êtes une femme, vous avez souvent des gens qui sont un peu à avoir des comportements de drague, etc. Il n'y a pas besoin soi-même de faire la mise au point parce que vous avez la communauté qui se charge de dire ici, ce n'est pas un réseau de drague. Si vous voulez draguer, c'est ailleurs que ça se passe. De la même façon, quand vous avez des… Moi, je suis toujours dans la logique de partager des compétences. Donc, du coup, ce que je dis, quand je dis quelque chose, quand j'écris quelque chose, c'est parce que, ou je fais du conseil, c'est quelque chose que je maîtrise dans le conseil, dans la recherche et dans l'enseignement. Si je n'ai pas fait n'ai pas pratiqué dans les 3 activités, je n'en parle pas. C'est vrai qu'il y a des fois où je communique sur certaines choses et des gens se permettent de m'incendier parce que ça leur plaît pas et malheureusement, qu'est-ce que je fais quand ça me plaît pas forcément d'avoir une critique négative? Je vais voir leur profil et je me rends compte qu'ils n'ont aucune légitimité académique, praticienne ou c'est juste une opinion. C'est pas une compétence professionnelle dont ils font preuve. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'ai pas forcément besoin de remettre les pendules à l'heure parce que la communauté s'en charge. De la même façon, le plagiat. Moi, j'ai été plagiée déjà. Un article que j'avais écrit a été plagié, repris par quelqu'un qui avait juste mis mon nom d'une façon très loin, qu'on ne voyait pas que c'était moi qui étais l'auteur initial. C'est la communauté qui m'a alertée. Des gens qui avaient l'habitude de me voir publier, qui m'ont dit « Attention Stéphanie, là, vous êtes plagiée ». Et c'est la communauté qui est tombée sur l'auteur de ce plagiat, qui a, in fine, retiré sa publication parce que ça n'allait pas. Donc, en clair, LinkedIn, moi, je sais que c'est un réseau auquel je suis attachée parce qu'il y a ce contrôle social qui fait que, in fine, on reste quand même sur une logique de compétences professionnelles. Alors, concrètement, après, est-ce que ça m'aide d'avoir cette visibilité? Oui. Est-ce que ça m'apporte du business? Oui, d'une façon ou d'une autre. Directement, pas toujours. Mais vous savez, des profils comme le mien qui sont un peu atypiques, en fait, on travaille beaucoup avec le bouche à oreille. Il faut être réaliste. Ouais, c'est ce que je pensais. Des gros problèmes, en fait. Donc, quand on a fait appel à des consultants, que les consultants nous ont vendu une mode managériale, que cette mode managériale, au lieu d'améliorer les choses, nous a empiré les choses, on se dit qu'est-ce qu'on fait? Et dans ces cas-là, on va essayer de prendre quelqu'un qui aura montré qu'il est compétent et donc c'est comme ça qu'on fait appel à moi. D'accord. Ouais, c'est ce que je pense que j'avais un peu ça en tête, mais je me suis demandé en fait parce que je me demandais comment ça réagissait et du coup je trouve que vous avez de la chance quand même d'avoir une communauté aussi bienveillante parce que c'est pas toujours le cas. Elle peut après sur LinkedIn dans l'ensemble ça va, mais ça peut quand même être un peu difficile on va dire sur les réseaux parfois les comportements de meute on va dire qui peuvent être des fois un peu compliqués et donc là que ce soit bienveillant et qu'au contraire vous soyez averti puis après si je puis dire protégé c'est tout à fait protéger, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on est tous pareils. Hein. Pour une critique négative qu'on aura reçue, il nous faudra en avoir 8, c'est ça la norme, pour être positif, pour nous dire c'est bon, je peux passer à autre chose. Ah ouais. Donc, je ne suis pas plus armée. Je suis pas plus armée que les autres quand on cherche à me tirer dessus. Je suis comme tout le monde, j'apprécie pas forcément. La seule chose, c'est que là où j'ai une certaine chance, c'est la communauté et c'est aussi mon domaine d'expertise. Mon travail, c'est de comprendre ce qui fait qu'une entreprise fonctionne bien et avant qu'elle ait des problèmes et faire en sorte qu'elle puisse rester en bonne santé. Et si elle n'est pas en bonne santé, s'il y a de la souffrance au travail, s'il y a toujours de la souffrance au niveau individuel, au niveau collectif et au niveau organisationnel, mon travail, c'est de
régler ça pour arriver sur à nouveau de la performance. Donc, en clair, toute personne qui me tire dessus, finalement, me donne beaucoup d'informations sur ses comportements au travail, sur sa toxicité dans ses relations. Et mine de rien, c'est quand même mon domaine d'expertise. Donc, du coup, là où j'ai une certaine chance, c'est que c'est mon domaine d'expertise. J'ai toujours la logique de dire, OK, au niveau, qu'est-ce qui lui permet de comprendre, de dire ça? Donc, j'ai toujours ce côté chercheur qui prend du recul sur les choses. Après, est-ce que ça me touche? Bien sûr que ça me touche. Mais est-ce que j'ai des moyens pour pouvoir le dépasser? Bien sûr, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, si j'arrive à le faire pour les autres, il faut quand même que je me l'applique à moi-même. Et après, la communauté, moi, je reconnais que j'ai cette chance d'avoir une communauté c'est aussi bête que ça. Tous les gens que j'accepte sont des gens à qui j'ai regardé le profil. J'accepte pas à l'aveugle. Donc, à partir de là, est-ce qu'on se connaît tous physiquement parlant? Pas forcément. Mais par contre, on a pris l'habitude d'échanger régulièrement. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai une communauté qui certainement apprécie ce que je fais et qui m'alerte ou qui prend ma défense de temps en temps. Très bien, du coup, on va continuer. Est-ce que ça sera toujours comme ça? J'en sais rien. Mais... Ça peut, oui. Bon, je vous le souhaite, on va continuer justement, vous parler de votre domaine d'expertise pour recentrer sur le sujet, le cœur du sujet de cet épisode, c'était la croisée des mondes, entre guillemets, et normalement des mondes qui devraient être les mêmes, du management et de la prévention. Et j'ai commencé par ce petit dicton que manager, c'est prévoir. Et je trouve que justement, dans une entreprise, pour autant, on ne trouve pas que les pratiques de prévention et celles du management, elles soient, je les ai jugées compatibles parce que, de mon point de vue, c'est des choses qui, des fois, s'opposent et il y a des arbitrages qui sont faits au nom du management et de la direction que peut prendre l'entreprise, alors que la prévention devrait être soit parallèle, soit en tout cas en cohérence avec ça. Et pourtant, il y a toujours un écart entre les deux que moi je vis et que je ne comprends pas forcément toujours. Et donc, je me demandais si vous aviez des clés de lecture de cette situation et surtout des leviers pour résorber cet écart-là. Alors, déjà, première chose, il faut peut-être que je dise que quand je parle de management, je parle de pratique de management. Je ne parle pas des gens. Pour moi, quand je parle des gens, je parle des managers. Je sais bien qu'on dit le management intermédiaire, mais pour moi, je parle des managers et des pratiques de management. Concrètement, c'est vrai que manager, c'est prévoir, mais ce n'est pas que ça. Et faire la prévention, ce n'est pas qu'une question technique. Il y a beaucoup de techniques dans la prévention, mais en fait, je crois que, avec mon expérience, j'ai tendance à dire que la prévention et le management, les managers sont souvent avec beaucoup de préjugés les uns envers les autres. Concrètement, moi, j'ai travaillé sur ces questions de santé au travail en 2003 par rapport à un sujet qui, au départ, n'avait rien à voir avec la prévention, puisque c'était le management des commerciaux, B2B. En quoi le management des commerciaux a été changé par les nouvelles technologies de communication et le digital. Donc oui, ça n'a rien à voir. Pour autant, ce sont eux qui... j'ai fait ma thèse entre 1999 et 2004. Ce sont les commerciaux qui, les premiers, m'ont alerté sur combien les technologies pouvaient aller très bien pour travailler, mais qu'il y avait un certain nombre de risques psychosociaux qui en découlaient. Donc, la prévention, moi, je n'y suis pas arrivée par le côté technique. Mais c'était un moment où, effectivement, tout était à se construire et tout était... il fallait absolument partir du début à la fin. Au début des années 2000, quand on parlait de santé et sécurité au travail, on en était encore à sécurité égale port des équipements de protection individuelle et santé égale je suis surchargée, ça veut dire que je suis surbookée, ça veut dire que je suis important. Donc, on ne se plaignait pas du burn-out et compagnie. Au contraire, ça voulait dire qu'on était important, indispensable. Donc, vous voyez c'était un changement, c'est une révolution qu'on a vécue en moins de 20 ans, mine de rien. Mais par contre, comme il y avait énormément
d'aspects techniques à prendre en considération sur les questions de santé et sécurité au travail, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des préjugés sur ce que c'est que le métier de préventeur. Souvent, on a considéré que le métier de préventeur, la prévention, c'était l'affaire de monsieur ou madame prévention. Donc, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça dans l'entreprise, ben c'est bon, on est réglé, il n'y a plus de problème. Je pense que c'est peut-être ce que vous avez vu. Après, il y a eu la question de toutes les normes de qualité en la matière. Ben, on a vu qu'il y avait le management de la santé au travail, c'était aussi un univers à part entière qu'il fallait maîtriser, qui était très technique et que ce n'était pas le manager commercial, ce n'était pas son quotidien. Donc, il y a eu ce problème-là, de ce préjugé-là. Et puis après, pendant très longtemps, c'était les questions de santé, sécurité au travail, là aussi, c'est, à part de ne pas se faire une lombalgie, grosso modo, c'est la question des gens qui travaillent dans tel ou tel secteur d'activité, dans la logistique, etc., etc. Si on regarde les choses, maintenant, on est passé, il faut qu'on prenne conscience que la prévention, ce n'est plus simplement la question des préventeurs, même pas que des partenaires sociaux. La prévention, c'est l'affaire de tout le monde. Regardons le plan santé au travail 4 qui vient de sortir en décembre 2021, qui dit les tendances pour les 4 années à venir. C'est un changement radical, on n'est plus simplement sur le curatif, c'est-à-dire soigner les problèmes de santé au travail, on est bien sur la prévention primaire. Prévention primaire, c'est effectivement le préventeur qui va le faire, mais c'est en fait tout le monde qui va s'en occuper. Donc, il y a un premier préjugé qu'il faut faire sauter. Préjugé, c'est par définition juger avant. Donc, cet a priori que la prévention, ce n'est que l'affaire des préventeurs, c'est une méconnaissance qui est à l'issue de ça. Et donc, il faut que toute l'entreprise, et en particulier les managers, s'emparent de la prévention. Mais à l'inverse, il faut, à mon sens, que les préventeurs se rendent compte que le management, c'est pas que des indicateurs. C'est pas que des KPI, c'est pas du reporting. C'est sûr que si les préventeurs communiquent auprès des managers leur disant ben voilà, tous les années, va être trop clair au niveau de la prévention, c'est sûr que ce n'est pas la meilleure façon de les inciter à être dans la prévention primaire et à s'emparer du sujet. Et donc, il faut aider les managers à prendre en considération que la sécurité, en fait, par exemple, les questions de sécurité, tous les managers ils sont concernés par ça. Il n'y a pas qu'une question d'équipement individuel. Il y a, par exemple, le risque routier. Par exemple, qui ne prend pas sa voiture pour aller en déplacement chez un client ou ne serait-ce que faire les allers-retours avec le télétravail, on est de temps en temps en mode hybride, etc. C'est un risque routier que le manager doit gérer lui aussi. Et tout le monde peut être concerné par ça. Quand on travaille en télétravail, d'abord, on n'est pas toujours à travailler chez soi, mais même si on travaille chez soi, là, il y a des questions d'ergonomie, il y a des questions de sécurité de la pièce dans laquelle on travaille. C'est bien une question de sécurité au travail qui concerne le manager au premier chef. Ce n'est pas le préventeur qui va aller voir quelles sont les conditions de travail des gens qui travaillent chez eux. Première chose. Quand on regarde les questions de santé au travail, les questions de santé au travail, il y a des différents risques psychosociaux, mais ce n'est pas monsieur ou madame prévention qui va pouvoir tout seul faire le tour de tous les gens de l'entreprise pour savoir celui qui est en potentiel risque de burn-out, bore-out, brown-out, blurring, en clair, de surcharge de travail, de sous-charge d'activité, de manque de sens à son travail. Ça, ce n'est pas le monsieur ou madame prévention qui va s'en charger, c'est bien le manager, mais ce sont bien les questions qui sont de la santé au travail et donc qui sont pilotées peut-être par le préventeur, mais qui sont portées par les managers. Donc, je crois que il y a beaucoup de préjugés qui justifient que les managers pensent que la prévention, c'est telle ou telle chose, mais ce n'est pas exactement ça. Les préventeurs pensent que les managers, il faut leur dire ça, 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 mais ce n'est pas que ça ce qu'il faut leur dire. Et je pense
que les uns et les autres gagneraient à exercer plus leur leadership pour davantage guider, influencer, inspirer les uns ou les autres à travailler ensemble. D'accord. Mais là, du coup, de ce que vous avez développé, il y a aussi l'idée que, comme ils ne connaissaient pas les activités, leurs activités réciproques, pardon, il y a peut-être aussi l'idée qu'ils partagent plus de temps ensemble. Enfin, il y a le leadership, bien sûr, qui a développé, mais aussi l'idée qu'il faudrait peut-être qu'ils passent plus de temps ensemble, qu'ils connaissent plus leur réalité commune, qu'ils aient plus une façon de partager le point de vue de leurs collègues finalement. Si ce n'est de faire de l'interdisciplinarité, au moins de travailler ensemble. Oui, effectivement, c'est ça le problème. C'est moi les difficultés que j'ai eues moi dans mon expertise. Quand je travaille sur l'enseignement, la recherche et le conseil, c'est des mondes qui sont séparés la plupart du temps et qui ne se travaillent pas ensemble. J'ai dû créer des ponts, j'ai dû abattre des murs entre tout ça. Quand je suis spécialisée sur le management de la santé au travail, je vous ai expliqué que ce qui m'a amené là-dessus, c'est les questions de management pur et dur au départ et les liens avec le digital et les systèmes d'information. C'est des disciplines qui étaient totalement séparées. Mais j'ai dû créer aussi la complémentarité donc, du management des ressources humaines à venir au management tout court, à intégrer les questions de santé, de digital et de système d'information pour arriver sur les questions de santé au travail. Mais les questions de santé au travail, ça suppose de savoir ce que dit la discipline médecine, par exemple. C'est aussi bête que ça. Mais c'est aussi une question de droit. La question du harcèlement, comment c'est fait? C'est le droit aussi qui nous dit ce que c'est que le harcèlement. Donc, il faut avoir des connaissances en droit, il faut avoir des connaissances en psychologie, en sociologie, autant de disciplines qui travaillent toutes sur la même thématique, mais qui ont tendance à être plutôt en concurrence plutôt qu'à travailler ensemble. Et donc, moi, je pense qu'on y gagne à justement reprendre davantage travailler ensemble, prendre de la hauteur ensemble. Je crois sincèrement que nous souffrons souvent dans les entreprises d'être trop chacun dans son couloir et ne pas savoir ce qui se passe à côté. Ouais, donc, concrètement, je crois vraiment que quand vous êtes face à des problèmes, je vais redire un truc imagé pour expliquer ma vision. Vous avez besoin par moment, face à un problème, de savoir faire un zoom avant pour pouvoir regarder dans le détail ce qui ne va pas. Mais si vous n'êtes que à faire des zooms avant, à un moment donné, vous perdez de vue l'ensemble des choses. Et donc, il faut savoir faire un zoom arrière et avoir une vision panoramique. Et dans la prévention, c'est ce qu'on est obligé de faire. Dans le management, c'est ce qu'on est obligé de faire. Et donc, si on a tous cette logique-là de savoir aller plus loin dans ce qu'il faut faire, mais en même temps de savoir prendre du recul et regarder ce qui se passe ailleurs, c'est comme ça qu'on trouve des solutions. Et la preuve en est, c'est que vous et moi, ça fait des années qu'on se suit mutuellement sur le web. On se connaissait pas, mais vous et moi, on s'est rendu compte de la nécessité qu'on avait à savoir ce qui se passait chez la discipline de l'autre. Ouais. Ouais, c'est vrai, mais je pense que c'est très compliqué en fait à mettre en œuvre dans une entreprise. Et les entreprises qui y allouent du temps doivent être rares. Après, c'est peut-être un préjugé une fois de plus, mais je ne sais pas si vous, dans votre expérience, vous le voyez qu'il y a des entreprises qui arrivent avant que ce soit trop tard justement, qui arrivent à prendre cette hauteur et se dire oula. Là, on a nos managers et nos préventeurs qui se parlent pas, par exemple, dans l'exemple que l'on a. Il faudrait peut-être qu'on arrive à les faire sortir de leur couloir, de leur bureau, pour qu'ils prennent conscience qu'ils sont pas en concurrence, comme vous disiez. Et ça, je pense que je sais pas s'il y a beaucoup d'entreprises qui ont vraiment fait cette démarche-là. Eh bien, c'est là où il faut faire confiance à la vie, entre guillemets. C'est-à-dire que on vient de passer 2 ans
où on était chacun chez soi. Où, par définition, on s'est rendu compte par le télétravail sauvage, parce que c'était tout sauf organisé, faut jamais oublier qu'on n'était que quelques pourcents avant la Covid, avant le premier confinement de 2020, à travailler en télétravail de façon habituelle. Sinon, tout le monde s'est mis là-dedans de façon sauvage parce qu'on avait un week-end pour travailler chez soi, comme on pouvait, sur la table de la cuisine, etc. Donc, en clair, cette expérience de télétravail sauvage, au départ, on s'est dit, on n'a pas le choix, on travaille comme ça. Après, on s'est dit, on va pouvoir revenir à la vie d'avant. Puis on s'est rendu compte que la vie d'avant, elle n'était pas encore là. Alors aujourd'hui, 2 ans après, on se dit, ça y est, on n'a plus le masque, donc peut-être on va pouvoir revenir à la vie d'avant. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'on a énormément évolué en 2 ans. Maintenant, les entreprises ont mis en place le système hybride, c'est-à-dire que tout le monde a la capacité de pouvoir travailler à distance, que ce soit chez soi ou dans un tiers-lieu, ou bien à l'entreprise. Et on s'est rendu compte aussi que travailler à distance supposait de se remettre en question dans ses pratiques de management. En clair, avant le confinement de 2020, le manager qui considérait que le management, c'était du reporting. Parce il faut être réaliste, la plupart des managers deviennent managers pas parce qu'ils ont le souhait de devenir manager, parce qu'ils étaient bons dans leur métier technique. Et quand on leur a dit, est-ce que tu veux avoir une promotion? Et on leur a dit, en principe, on répond oui. Et dans ces cas-là, c'est maintenant, tu vas faire le management de ton équipe, mais c'est des gens tes collègues, ils font le travail que tu faisais. Et donc, à partir de là, vous rentrez à faire du management et plus vous montez en hiérarchie, plus vous faites du management et plus vous vous éloignez du métier technique pour lequel vous étiez formé et dans lequel vous étiez bon. Donc, il y a un moment donné où plus vous montez dans la hiérarchie, plus vous êtes déstabilisé parce qu'on est de plus en plus sur du management, ce à quoi vous n'avez pas été formé. Ce n'est pas être désobligeant de dire ça. L'ANACT disait en décembre 2017, faisait un rapport disant qu'il y avait une insuffisance de compétences en management, de formation initiale et de formation continue chez les managers en France. Donc, ce n'est pas être désobligeant que de rappeler ce constat. Concrètement, parce qu'on n'est pas suffisamment formé au management et qu'on a encore ces complexes de dire j'ai besoin d'être formé en management, il y a eu beaucoup de gens qui ont cherché à cacher le fait qu'ils n'étaient pas suffisamment légitimes à leurs propres yeux en management. Le Covid nous a obligés à travailler à distance. Et là, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire du management comme on faisait avant. Il a fallu monter en compétences. Et là, vous avez énormément de managers qui ont demandé à être formés pour pouvoir aider leurs équipes à distance parce qu'on ne pouvait plus faire du reporting simplement en disant je passe par la fenêtre de la porte du bureau et je te demande où tu en es de ton dossier. On ne se voyait plus. Mais à l'inverse, donc il y a eu une montée en compétences des managers. À l'inverse, il y a eu aussi un constat maintenant de se rendre compte qu'au bout de 2 ans, finalement, les gens trouvent moins du sens à leur travail. On a beaucoup plus de risques psychosociaux qui apparaissent. Par exemple, la frontière vie pro, vie perso est de plus en plus floue. On a de plus en plus de gens qui souffrent de ne plus savoir à quoi sert leur travail. Ouais. Ils n'ont plus la vision d'ensemble. Donc, même si on trouve du sens à son propre travail, on ne voit plus ce en quoi mon travail, informé en temps et en heure quelqu'un d'un autre service, va lui permettre d'être plus performant dans son travail. Avant, c'était simple, on se voyait dans ces fameux temps dits improductifs, c'est-à-dire à la machine au café, dans les couloirs, on pouvait échanger de façon informelle sur des choses perso, mais aussi sur tel ou tel dossier, on pouvait informer quelqu'un d'un service avec lequel on ne travaille pas forcément de façon constante. Maintenant, on ne l'a plus, ça. Maintenant, on se rend compte aussi que quand on travaille à distance, c'est super facile maintenant de dire à quelqu'un qui vous demande un coup de main par email de répondre non. Là où avant, quand on était au bureau dans l'open space, la personne serait venue nous demander « Est-ce que tu peux m'aider ?»
eh ben, on lui aurait dit non, mais tu comprends, c'est pas, je peux pas, etc., etc. On lui aurait mis les formes. Maintenant, on ne met plus les formes. Donc, du coup, on se rend compte qu'on a une montée beaucoup plus de manque de sens, beaucoup plus d'individualisme, de comportement individualiste, beaucoup plus de besoin de retrouver du collectif qui font qu'on est obligé de se remettre en question au niveau des pratiques de management et de chacun à son poste, qu'on soit manager ou pas, qu'on ait des responsabilités ou pas, qu'on soit préventeur ou pas, de monter en compétences. Et donc là où les entreprises avant, pour reboucler avec votre question initiale, là où les entreprises n'anticipaient pas ce besoin, il y a encore 2 ans, maintenant elles sont en train de se dire, il y a quelque chose qui ne va pas parce que j'ai les meilleurs qui sont en train de partir, et ceux qui restent, ce n'est pas forcément les meilleurs, par définition. Et on est dans un environnement qui est tellement perturbé par la pandémie, par la guerre, par plein de choses, qui fait que ça va tanguer. Et là, j'ai besoin d'avoir des gens qui sont tous chacun à son poste et chacun amène sa contribution. Donc, il va falloir rejouer collectif, il va falloir créer du lien entre chacun. Et c'est là où on voit la différence entre une équipe soudée et une équipe qui ne l'est pas, quoi. Donc, on va devoir, les circonstances vont nous imposer de retravailler à ce niveau-là les pratiques de management, de retravailler le leadership de chacun et de retrouver du collectif. D'accord. Je vais passer tout de suite à la partie recommandation parce qu'il y a une autre question que je voulais aborder, mais je voudrais pas qu'on la fasse trop rapidement. Donc, je préfère qu'on finisse complètement sur cet aspect. Est-ce que justement, il y a des choses que vous pourriez conseiller sur des ressources pardon, que vous pourriez conseiller, des blogs, des podcasts peut-être, sur le management et sur les pratiques de management, pour être plus précis, que vous pourriez recommander du coup aux auditeurs? Je pense qu'il y a 2 choses différentes. Il y a 2 types de besoins. Il y a le besoin de savoir ce vers quoi va la prévention primaire, ce qu'il va falloir faire comme prévention en santé au travail. Donc là, c'est des besoins techniques. Et puis, il y a les besoins de monter en culture de prévention. Donc, je pense que ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour ce qui est d'être dans la logique de prévention technique, bon, bien sûr, il y a tous les sites institutionnels, des acteurs de la prévention, il y a pas mal de bouquins, il y a plein de choses qui existent. Moi, j'ai une petite préférence pour suivre ce qu'on appelle le plan santé au travail, parce que c'est les partenaires sociaux qui définissent entre eux de ce qui va être les tendances pour 4 ans. Là, il y a le PST4, le plan santé au travail 4, qui est sorti en décembre 2021. J'ai tendance à dire que vous soyez préventeur ou pas, même si vous êtes simplement manager, allez le voir, téléchargeable facilement sur Internet auprès du site du ministère du Travail, parce que ça vous donnera les différentes thématiques qui vont être sur la table des négociations, les objectifs, les actions, les livrables, les indicateurs, etc. Ça vous permettra d'anticiper. Ça, je reconnais que j'ai une petite préférence pour les plans santé au travail. Concrètement, c'est comme ça qu'on verra qu'on parle plus simplement de la QVT. On parle de la qualité de vie et des conditions de travail. Ça change, ce n'est pas qu'une question de vocabulaire. Hein. Derrière, c'est plein de choses qui en découlent. Donc ça, c'est pour l'aspect savoir ce qui va… Pardon ? Je disais, je vous rejoins là-dessus. Hein. Je suis d'accord que ce n'est pas que du vocabulaire. Ça change quand même une approche. Ça change beaucoup de choses. Et derrière, si on s'axe sur les conditions de travail, après, il y a la dimension plus subjective de comment les gens le vivent. C'est encore autre chose. Donc, ça, c'est pour anticiper l'évolution du métier et ce que les managers ou les préventeurs vont devoir faire. Mais c'est vrai que les préventeurs, vous êtes habitués à regarder ça. Les managers, beaucoup moins. Après, il y a l'autre besoin. Les auditeurs ne sont pas forcément des gens qui sont obligés de s'emparer de ces questions-là. Ça peut être par intérêt purement intellectuel qu'ils écoutent les choses sur Préventica. À ce moment-là, moi, j'aurais tendance à dire, pour développer la culture de la prévention, il y a une autre façon d'aborder les choses. C'est les blogs, c'est les podcasts, les webinars. C'est très accessible. Il y a le blog Safety Vigilante, que vous connaissez bien, où c'est un préventeur qui va vers le management. Moi, il y a mon blog où je vais du management vers la prévention.
On n'est pas les seuls à écrire là-dessus, il y en a plein. Donc, entre autres sur LinkedIn, vous en voyez qui communiquent là-dessus, donc allez voir en la matière. Les podcasts, les webinars, de plus en plus, ce n'est pas que les spécialistes qui parlent aux spécialistes, de plus en plus, ça sort de ce travail de leadership existe. Donc, de plus en plus, il y a une démocratisation d'un certain nombre de choses. Allez voir sur Préventica, ils font un certain nombre de choses, ils recensent un certain nombre de choses. Ce ne sont pas les seuls, je ne vais pas nier en la matière, mais des webinars, des podcasts, des blogs, il y en a de plus en plus nombreux à s'être rendu compte qu'on avait besoin de sortir de notre chemin plus loin en la matière. Donc, du coup, il y a le travail de la personne qui veut vraiment s'emparer de ces questions, Plan Santé 4 et les livres spécialistes et les acteurs de la prévention, il y en a tellement qu'il y a vraiment de quoi faire. Hein. Et à côté de ça, et de bon niveau en plus, et à côté de ça, il y a la culture de la prévention. Et là, c'est plutôt, je pense que c'est plus accessible de le faire par des blogs, des podcasts, des webinars. Tout à fait. Je vous rejoins et je vous remercie du coup pour vos recommandations parce que c'est vrai que cette approche, ça évolue et en fait, ça s'applique à quasiment tous les métiers aujourd'hui, l'aspect institutionnel et l'aspect peut-être plus blog, podcast ou autre, fait par des gens qui le pratiquent, si je puis dire. Et qui veulent peut-être faire entendre leur voix d'une autre manière, mais aussi partager leur expérience et leur point de vue. On est vraiment sur la logique de compétences. C'est ça ce qu'il faut Ouais. reconnaître. C'est qu'on est sur cette logique de compétences et on a compris, peut-être on n'est pas les seuls en la matière, qu'il y a un changement dans la logique de compétences. Il y a encore 20 ans, moi, mes profs, quand j'étais étudiante, ils me disaient que celui qui avait du pouvoir, c'est celui qui gardait l'information. Ah oui. Maintenant, celui qui a du pouvoir, ce n'est pas celui qui la garde, c'est celui qui sait la partager. Donc, j'aurais tendance, parce que c'est ce qui montre votre capacité à influencer les gens, à les guider. En clair, c'est une capacité de leadership. Donc, n'ayez pas peur de sortir de votre domaine de sécurité, de zone de confort, et au contraire, aller vers les autres domaines, vers les autres disciplines. C'est ce qui vous permettra d'être encore plus performant dans votre discipline. Très bien. Il y a pas mal d'autres. Il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu aborder, mais c'est vrai que le temps file. Je vais aller peut-être jusqu'à la fin, mais je voudrais juste terminer sur une bonne note peut-être. Est-ce que vous auriez justement un conseil que vous pourriez partager, que vous auriez aimé entendre quand vous avez commencé et qui du coup pourrait servir aux auditeurs? Quand j'ai commencé quoi? Quand vous avez commencé, vous avez dit votre thèse en 99, si j'ai bien noté. Ah, par rapport à mon parcours, en fait. La question, c'est Ouais. avec le recul, qu'est-ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un qui voudrait avoir mon parcours? Alors oui, ou qui voudrait gagner du temps, ou au contraire, peut-être que vous pourrez lui conseiller justement de ne pas essayer de gagner du temps. Enfin, c'est tout à fait libre. Alors, je dirais davantage oser. Et je vais répondre en deux temps. Davantage oser être soi-même. Davantage oser parce que c'est ne serait-ce que ce changement de culture, ce que je vous disais. Moi, on m'a formé à dire que celui qui avait du pouvoir, c'est celui qui gardait l'info. Je me suis rendu compte que c'était plus vrai, qu'il fallait au contraire maintenant partager l'info. Et d'ailleurs, c'est en partageant l'info que je suis devenue top voice. Donc, vous voyez, il y a peut-être un lien de cause à effet. Première chose. Et davantage oser, vous savez que le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui est partagé, qu'on soit homme ou femme, quel que soit l'âge, c'est quelque chose qui est très partagé. Donc, ce n'est pas parce que vous pensez que vous êtes imposteur que vous l'êtes. D'où l'importance de savoir s'appuyer sur ses compétences. Donc, davantage oser, ayez confiance dans vos compétences. Les compétences, c'est du savoir, c'est du savoir-être, c'est du savoir-faire et c'est du savoir-faire faire aussi. Ouais. Donc, on a tous des compétences. Première chose, davantage oser et davantage oser être soi-même. C'est la deuxième partie de la phrase qui, pour moi, est importante parce que
Moi, honnêtement, il a fallu que j'ai un cancer, il y a quelques années de ça, pour oser davantage être moi-même. Et je pense que ça aurait été génial d'avoir compris que on pouvait être soi-même sans en avoir peur, sans culpabiliser, sans se sentir pas à sa place parce qu'on ose être soi-même. C'est idiot peut-être de le dire, hein, mais c'est en très grande humilité que je le dis. Je pense que être authentique, être honnête, être humble, c'est peut-être des valeurs qui sont un peu anciennes, obsolètes, mais sachez qu'au niveau des nouvelles tendances de leadership, c'est au niveau de la recherche internationale, et c'est mon regard de chercheur qui permet de le dire, sachez que le leadership par l'authenticité, l'humilité, l'honnêteté, le courage, c'est des mots qui sont peut-être désuets, mais qui prouvent, recherche à l'appui, que c'est par là qu'on arrive à être plus performant. Donc, davantage oser être soi-même, je crois que c'est la clé pour être mieux dans sa peau, d'avoir son propre bien-être au travail. Et ça qui a été dit au travail. Après, ça plaît, ça plaît pas, peu importe. Mais au moins, on est bien avec soi-même. C'est déjà pas mal. Hein. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Stéphanie Carpentier. Est-ce que pour terminer, vous pouvez nous dire où on peut vous retrouver ou vous suivre sur Internet ou... Oui. Alors, ce qui est le plus facile, c'est que vous cherchez sur mon profil LinkedIn, Stéphanie Carpentier Docteur, ou alors vous allez, là vous retrouverez mon site professionnel et mon blog. Sinon, vous cherchez sur l'entreprise DRRH Eco, c'est drrheco.com. Sinon, vous avez mon propre blog qui est volontairement laissé de façon séparée pour ne pas être une difficulté pour des gens qui voudraient travailler là-dessus. Je pense à ces gens qui sont en détresse et qui veulent pas me penser que je fais du démarchage. Donc, c'est mon blog, c'est carpentierblogrh.wordpress.com. Mais tout est accessible d'une façon ou d'une autre par le moyen que vous voulez. Tout à fait. Et tous les liens, du coup, seront en description de cet épisode. Merci beaucoup, Stéphanie Carpentier, pour cet échange et merci d'avoir pris du temps. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir suivi dans mes pérégrinations. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode en entier. Si vous êtes toujours là, c'est que vous l'avez sûrement apprécié. Pour me donner votre avis, allez dans votre application de podcast préférée et laissez 5 étoiles à l'émission en allant dans la section notes et avis. Et on n'oublie pas l'invité. Retrouvez-le sur ses réseaux sociaux pour le remercier ou pour prendre contact avec lui. Les liens de liaison sont directement en description de l'épisode. Encore merci et à un prochain épisode.